La nuit était calme à Ouagadougou, d'un calme pesant. Le président Ibrahim Traoré se tenait près de la fenêtre du palais, observant la ville endormie. Le vent était sec et chargé de poussière, mais il sentait autre chose dans l'air, quelque chose d'anormal. Depuis des semaines, des événements étranges se produisaient. Des plans militaires étaient divulgués, des réunions secrètes n'étaient plus secrètes, les ennemis semblaient en savoir trop. Ibrahim savait que ce n'était pas un hasard. Un traître, proche de lui, agissait. Il le sentait au plus profond de lui-même. Le Burkina Faso s'était libéré du contrôle étranger. Ibrahim avait chassé les troupes étrangères, repris l'or du pays, ses terres, sa voix. Mais les puissances étrangères étaient en colère et essayaient de revenir en douce avec des espions. Puis, une nuit, il reçut un message. Un jeune soldat, le capitaine Naba Zongo, avait découvert quelque chose d'étrange. Il était dans le nord, vérifiant des signaux radio, lorsqu'il capta un message secret. Il était caché dans un faux rapport agricole, mais le message ne concernait pas l'agriculture. Il contenait des cartes, des noms, des secrets que seule l'équipe du président devait connaître. Ibrahim convoqua une réunion secrète à minuit. Seules ces personnes les plus proches étaient autorisées à y assister, sans téléphone, sans contact extérieur. Zongo posa les documents sur la table. Le traître avait un nom, le colonel Désiré Ouattara, l'ancien ami de Traoré, un homme en qui il avait confiance. Le même homme qui était assis à côté de lui lors des réunions, le même homme qui connaissait tous les détails des défenses du Burkina Faso. La pièce se glaça. Personne ne parla. Il donne des informations aux étrangers, dit Zongo. Il le fait depuis des mois. Le cœur d'Ibrahim était lourd, mais son visage restait calme. Il regarda tout le monde dans la pièce. Personne ne bouge, dit-il. Personne ne l'arrête. Nous attendons, nous observons. Il prit une profonde inspiration. S'il y a un serpent dans cette maison, nous ne le tuons pas tout de suite. Nous le suivons d'abord jusqu'à son nid. La chasse avait commencé. Les jours suivants furent éprouvants. Ibrahim Traoré continua ses fonctions habituelles, serrant des mains, prononçant des discours, tenant des réunions, mais intérieurement, il surveillait chaque mouvement, chaque mot, chaque regard du colonel Ouattara. L'homme souriait comme si de rien n'était, d'un calme suspect. Mais en coulisses, l'équipe secrète d'Ibrahim travaillait jour et nuit. Le capitaine Zongo et un groupe de soldats de confiance suivaient Ouattara discrètement. Ils écoutaient son téléphone, traquaient sa voiture et surveillaient ses rencontres. Ce qu'ils découvrirent était choquant. Le colonel Ouattara sortait en cachette du palais tard dans la nuit. Il prenait toujours une voiture noire, sans escorte, et se rendait chaque fois au même endroit, une maison tranquille près de l'ambassade de France. Elle semblait vide, mais Ibrahim en savait plus. C'était une maison d'espions. L'équipe installa une minuscule caméra en face de la maison. Une nuit, ils virent Ouattara entrer dans la maison et rencontrer deux hommes étrangers en costume. L'un venait des États-Unis, l'autre d'Europe. Ils lui donnèrent une mallette noire, il leur donna un dossier. Dans ce dossier se trouvait le plan de voyage du président pour le mois suivant. C'était la preuve. Ibrahim regarda la vidéo lui-même. Il se tenait dans son bureau sombre, les poings serrés. Son propre ami, l'homme qui avait pris une balle à ses côtés au combat, le vendait comme un produit bon marché. Mais Ibrahim ne se mit pas en colère, il devint intelligent. Il prit le téléphone et dit seulement deux mots au capitaine Zongo, « C'est l'heure ». Ils préparèrent un piège. Le lendemain, le colonel Ouattara fut convoqué à une réunion de sécurité au dernier étage du bâtiment de la Défense. Il entra comme toujours, calme et souriant, mais cette fois, il n'y eut pas de poignée de main, seulement 10 soldats armés et le président Ibrahim Traoré lui-même qui l'attendait. Le sourire sur le visage d'Ouattara s'évanouit. « Tu étais mon frère » dit Ibrahim, sa voix tonnante. « Pourquoi » Ouattara ne parla pas. Ibrahim s'approcha. « Tu as vendu ce pays pourquoi ? Des dollars, des promesses ? Tu crois qu'ils te protégeront maintenant ?» Toujours aucune réponse. Puis le capitaine Zongo ouvrit la mallette, de l'argent, des dispositifs de suivi et une clé USB cachée. « Tu ne vas pas en prison » dit froidement Ibrahim. « Tu vas parler ?» La pièce se tut. Un orage approchait. Le colonel Ouattara était seul dans une pièce sombre et froide, sous terre, sans fenêtre, sans horloge, seulement le silence. Il n'avait pas dormi depuis 2 jours. Il n'était plus le soldat fier, il ressemblait à un homme brisé. Le président Ibrahim Traoré se tenait derrière un miroir sans teint, l'observant. Son visage n'exprimait aucune émotion, mais son cœur était lourd. C'était l'homme qu'il appelait autrefois un frère. Ils avaient partagé de la nourriture, des histoires et la guerre. Maintenant, ils étaient ennemis. Le capitaine Zongo entra dans la pièce et posa la clé USB sur la table. « Nous l'avons ouverte » dit-il. « Tout y est. Chaque fichier que tu leur as donné, chaque secret. » Ouattara baissa les yeux. « Tu n'es pas obligé de parler » ajouta Zongo, « mais quand ils sauront que tu as été pris, ils te jetteront comme un déchet.
Il ne se soucie pas de toi. Nous sommes ta seule chance maintenant. Les heures passèrent, sans réponse. Puis, finalement, Ouattara craqua. Il commença à parler. Il leur raconta tout. Les agents américains et européens l'avaient approché il y a un an. Ils avaient d'abord offert des compliments, puis de l'argent, puis des promesses, une maison à Paris, un emploi à l'ONU, le pouvoir après la chute d'Ibrahim. Ils voulaient à nouveau contrôler le Burkina Faso, son nord, ses terres, sa politique. Et il les avait crus. Je pensais qu'il me protégerait, dit-il doucement, mais maintenant je vois qu'il m'utilisait. Ibrahim entra dans la pièce. Il s'assit en face de son vieil ami. Un long moment de silence passa, puis Ibrahim parla, calme et ferme. Tu ne m'as pas seulement trahi, tu as trahi le peuple, les mères dans les villages, les soldats qui se battent chaque jour. Tu as vendu leur avenir. Ouattara ne pouvait pas le regarder dans les yeux. Je suis désolé, murmura-t-il. Ibrahim se leva. Tu répondras de tes actes, mais d'abord, tu nous aideras à les arrêter. Et ainsi commença une nouvelle mission, un plan secret. Ibrahim et son équipe utiliseraient les contacts d'Ouattara pour renvoyer de fausses informations aux espions étrangers. Ils retourneraient le jeu, ils frapperaient de l'intérieur. Pour chaque mensonge envoyé, ils tendraient un piège. Pour chaque message reçu, ils apprendraient le prochain mouvement de leur ennemi. Bientôt, un fonctionnaire d'ambassade disparut, un autre fut discrètement expulsé du pays, un troisième fut exposé dans les médias. Le Burkina Faso n'était plus la proie, il était le chasseur. Et au centre de tout cela se tenait Ibrahim Traoré, calme, courageux et inébranlable, un dirigeant qui ne se battait pas seulement avec des armes, il se battait avec la vérité, le courage et le cœur. La guerre de l'ombre avait commencé, mais le peuple avait maintenant un gardien, son lion était éveillé. Les jours suivants furent éprouvants. Le président Ibrahim Traoré savait qu'il ne pouvait pas se reposer. L'ennemi était puissant, riche, silencieux, mais maintenant il était aussi aveugle. Avec l'aide du colonel Ouattara, il nourrissait les agents étrangers de mensonges, de faux documents, de plans inventés, même de fausses routes militaires. Les espions croyaient tout, ils faisaient confiance à Ouattara, ils pensaient que le jeu était toujours le leur, mais ils tombaient dans un piège. Le capitaine Zongo dirigeait toute l'opération depuis une pièce cachée au fond du ministère de la Défense. Il y avait des cartes sur les murs, des lumières clignotantes et des radios qui grésillaient jour et nuit. Ibrahim s'y rendait secrètement chaque nuit, guidant chaque mouvement. Puis la grande chance se présenta. Un des agents étrangers, un homme nommé Reed, travaillant sous le titre de conseiller agricole, envoya un message. Il voulait rencontrer le colonel Ouattara dans une maison sur à la périphérie de la capitale. Il disait que c'était urgent, il voulait sécuriser la prochaine phase. Cela signifiait une chose, il préparait quelque chose de grand, quelque chose de dangereux. Les yeux d'Ibrahim brûlaient de feu. Nous mettons fin à cela maintenant, dit-il. Il ordonna une opération silencieuse complète, sans uniforme, sans bruit, seulement des ombres. À minuit, le colonel Ouattara entra dans la maison sûre, portant un micro caché et un minuscule traceur dans sa ceinture. Ses mains tremblaient. Il savait que cela pouvait être sa fin si les choses tournaient mal, mais il savait aussi qu'il le devait à son pays. À l'intérieur, Reed et un autre agent européen l'attendaient déjà. « Tu as été silencieux », dit froidement Reed. « Le président se méfie-t-il » Ouattara garda son visage calme. « Il me fait confiance. J'ai apporté les dossiers de la prochaine phase. » Il leur tendit un faux dossier. Puis Reed se pencha. « Tu dois être prêt. Il est temps de le finir. Le président doit tomber avant les élections. » À l'extérieur de la maison sûre, Ibrahim écoutait à travers le casque. Ses yeux se rétrécirent, sa mâchoire se serra. C'était ça. Il donna l'ordre. Comme des fantômes dans la nuit, l'équipe de Zongo passa à l'action. Les portes s'ouvrirent en grand. En quelques secondes, la pièce fut encerclée. Reed et son partenaire se figèrent. Des armes étaient pointées sur leur tête. « Vous êtes en état d'arrestation, » dit Zongo. « Vous n'avez aucun droit, » cria Reed. « Nous sommes des diplomates. »« Pas ce soir, » répondit Zongo. « Ce soir, vous êtes pris. » Alors que les agents étaient traînés dehors, Ibrahim entra dans la pièce, sans garde, sans armes, seulement lui. Reed le regarda avec haine. « Vous pensez avoir gagné ?»« Je n'ai pas gagné, » dit calmement Ibrahim. « Le Burkina Faso a gagné. » Le monde se réveilla le lendemain matin avec des gros titres choquants, espions étrangers pris au Burkina Faso, complot d'espionnage. Traoré expose un plan secret pour déstabiliser le gouvernement. Les ambassades se turent, les déclarations étrangères étaient pleines d'excuses, mais à l'intérieur, ils savaient qu'ils avaient été piqués. Et l'homme qui avait mené la piqûre, un soldat, un patriote, un lion qui ne s'agenouillerait pas. Le lendemain matin des arrestations, le soleil se leva différemment sur Ouagadougou. Il était plus brillant, plus fort,
comme si la terre elle-même pouvait sentir que la vérité avait éclaté. Des foules se rassemblèrent devant les bâtiments gouvernementaux, des radios grésillèrent dans les échoppes du marché et les gens chuchotèrent dans les rues, le président les a pris. Ils allaient nous détruire et il les a arrêtés. Ibrahim Traoré a sauvé le pays. À l'intérieur du palais de Koziam, Ibrahim se tenait seul sur le toit, regardant son peuple. Il ne souriait pas, son visage était calme, mais à l'intérieur de lui brûlait un feu, non pas de colère, mais de devoir. Il avait traversé les ombres, mais la guerre était loin d'être finie. Il convoqua une allocution nationale ce soir-là. Pas de mots sophistiqués, pas de longs discours. Il se rendit au podium, portant son uniforme militaire, simple, net et plein de sens. Tout le pays regardait. « Je vous parle ce soir, non pas en tant que président, dit-il, mais en tant que votre frère, votre fils, votre soldat. » Sa voix était ferme, ses yeux étaient forts. Des puissances étrangères ont tenté d'empoisonner notre nation de l'intérieur. Ils ont utilisé l'un des nôtres pour voler nos plans, nos rêves et notre avenir. Ils voulaient le chaos, ils voulaient la peur. Il fit une pause. La pièce était silencieuse. Mais ils ont échoué. La foule à l'extérieur applaudit, les gens applaudirent dans les maisons, dans les salons de thé, même dans les villages reculés où l'électricité était rare, mais le respect du courage était profond. « Je ne vendrai jamais ce pays, dit-il, ni pour de l'or, ni pour des accords, ni pour le pouvoir. Le Burkina Faso appartient à son peuple et je jure de le protéger de ma vie. » Il leva la main haut. « C'est mon serment. Je ne m'agenouillerai jamais devant des maîtres étrangers, plus jamais. » Les mots frappèrent comme le tonnerre à travers le continent. Les jeunes dirigeants écoutèrent, les militants applaudirent, même les anciens qui avaient douté de lui hochèrent maintenant la tête avec fierté. Traoré était plus qu'un président maintenant, il était un symbole, un bouclier. Plus tard dans la nuit, alors que la ville retrouvait le calme, Ibrahim s'assit avec le capitaine Zongo sous les étoiles. « Tu as bien agi, dit-il au jeune homme. Zongo sourit. « J'ai suivi ton exemple, monsieur. » Ibrahim leva les yeux vers le ciel. « Ils essaieront à nouveau, peut-être d'une autre manière, peut-être avec un autre visage. Alors nous les arrêterons à nouveau, dit Zongo. » Ibrahim hocha lentement la tête. « Oui, tant que nous resterons unis, ils ne prendront jamais cette terre. » Et avec cela, le lion se reposa, mais seulement un instant, car les héros comme Ibrahim Traoré ne dorment pas longtemps. Ils se lèvent avec le peuple, ils se battent en silence.